À Panem 360, je suis avec Gabriel Lambert et Maëls Dupire-Gagnon qui ont travaillé à un excellent projet d'immersion multimédia autour du peintre Jacques Urtubise qui nous a quittés en 2004, qui était né en 1939, qui est un des peintres les plus marquants de l'art contemporain pictural québécois. Et vous aviez, messieurs, fait un premier album autour du peintre en 2023, si je me souviens. Et ce projet-là a vraiment pris de l'ampleur au point même de convaincre des créateurs en immersion, Normal Studio. Et vous avez accompli un spectacle immersif. Ce spectacle immersif sera présenté jusqu'au 19 juillet. C'était lancé le 10 juin récemment, tout récemment, et déjà les recensions sont très, très positives. Messieurs, bonjour. Bonjour, Bonjour Alain. Martin. Alors, racontez-moi le début de votre rapport à Jacques Urtubise. Comment se fait-il que vous avez décidé en 2023 de consacrer un album complet sur cette œuvre-là et en faire de la musique? Exposition individuelle en 2023. On a commencé à composer avant la rencontre avec Jacques Urtubise. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que à travers le groupe, notre percussionniste Alex Lepage, lui, a un lien très proche, avait un lien très proche avec Jacques Urtubise. Puis Cédric Marinelli, le chanteur du groupe, qui est un ami d'enfance de Alex, ben les deux ensemble, j'imagine, ont parlé ou ont pensé à faire quelque chose avec les œuvres de Jacques. Puis à cette étape-là, sur l'album Exposition individuelle, c'est surtout dans les textes qu'il y a beaucoup de références à des toiles, à la vie de Jacques. Puis on a utilisé d'ailleurs une peinture de Jacques pour la couverture de l'album. Fait au local, en fait, où on faisait l'album, on avait tous des livres avec des livres d'art sur Jacques avec toutes les œuvres, les catalogues, en fait, de son œuvre. Puis on feuilletait ça, puis on se disait, waouh, ça marche vraiment bien avec ce qu'on fait, puis avec ce qu'on aime. Puis c'est ça, donc par la suite, ben, il y a eu l'idée, on s'est comme questionné comment on peut amener ça de l'avant. Puis c'était encore Cédric qui a pensé, peut-être qu'on pourrait avoir des projections en live, puis faire de la musique avec ça. Mais finalement, on a parlé de ça avec Magali, notre manager. Puis là, elle a pensé à contacter son cousin qui travaille à Normal. Puis c'est là qu'est née l'idée de faire un projet d'envergure musicale et avec les images de Jacques. Donc, l'album a fait des petits, éventuellement, c'est devenu un projet immersif. Mais au départ, enfin, on n'a même pas nommé votre nom, Hippie Oura. Je sais que Gabriel et Miles, vous travaillez ensemble depuis bien avant Hippie Oura. Vous êtes des complices de musique, vous étiez dans toutes sortes de bands précédemment. Vous Ouais. avez fondé ce projet-là pour magnifier votre propension, votre inclination au psychédélisme, mais aussi au jazz, au rock, à toutes sortes de choses. Ouais, mais je pense que moi et Gab, on a cette complicité-là que, en plus de travailler comme complice, mais je pense qu'on écoute toutes sortes de musique. Puis oui, on aime le psychédélique, on a eu des groupes psychédéliques, mais on écoute vraiment de tout. Puis je pense que ça fait quand même notre force aussi là, à travers les compos qu'on peut faire ensemble. Oui. Comment comparons-nous l'album Exposition individuelle à ce qui s'ensuit? C'est-à-dire, le spectacle immersif s'intitule Saisir le chaos, mais aussi votre album qui est une partie autonome du spectacle immersif s'intitule Il y eut un rythme et c'est paru sous l'étiquette Simon Records. Alors, comment, du début d'Exposition individuelle, ça s'est rendu à ça, musicalement? Ben, je dirais musicalement, sur exposition individuelle, on essayait quand même de faire un album pop, en guillemets, tu sais, avec des formes relativement pop, la musique vocale, encore avec une twist déjà instrumentale sur certaines tunes, parce que ça fait partie de notre signature, qu'on a toujours des bouts instrumentaux
plus long que les tunes, des fois. En live, c'est pareil, on a une tune, puis là, après, il va y avoir comme un autre 5 minutes ajoutées d'instrumental. Mais là, vraiment, à partir de la création pour il y a eu un rythme et pour saisir le chaos, là, on avait vraiment carte blanche, en fait, de créer quelque chose d'instrumental, déjà, ce qui est encore là un peu notre force à quelque part. Puis de rendre ça non seulement instrumental, mais qui est une progression toujours, disons, intéressante à travers ça, qu'il y ait plusieurs chapitres, plusieurs vallées et précipices là, à travers tout ça pour qu'on compte vraiment une histoire en soi. Puis, on a soumis, en fait, des ébauches en janvier à Normal, ça fait quand même un petit bout. On a fait ça comme quand même assez rapidement. Puis, eux ont créé les images sur nos démos, puis après, on a tout réenregistré au complet à travers l'hiver. C'est réparti en 6 cycles de la vie artistique de Jacques Urtubise. Donc, 6 grands cycles. C'est comme ça que c'est présenté dans cette œuvre immersive de 30 minutes. Vous avez donc retravaillé ce que vous avez déjà enregistré et vous aviez adapté, j'imagine, les 6 cycles par rapport à la progression historique, la progression aussi formelle du travail de Jacques Urtubise. Oui, exact. En fait, ben aussi, notre manière de travailler, ça a été on en a fait plus que pas assez, finalement, pour resserrer les taux, je dirais, puis choisir ce qu'on trouvait qui devenait le plus intéressant avec les images, avec la progression de. Moi, je le vois un peu comme une grande pièce, finalement, là aussi, là, tu sais, c'est comme, fait que. Peut-on les circonscrire, la période 1, la période 2, la période 3, 4, 5, 6? Oui, certainement. Je pense qu'il y a quand même des trucs qui se démarquent. Allons-y. Aussi au niveau du visuel. Par contre, moi, de la manière que je le vois, je trouve ça bizarre d'écouter la pièce 4 directement sans avoir écouté le reste avant. Mais peut-être que je vais le faire un jour, mais on dirait que c'est vraiment fait pour commencer du début, on dirait. Moi, je devrais quand même dire qu'il y a eu un processus pareil de consultation avec Normal avant qu'on commence la composition. Fait que même au départ, il y avait 7 cycles. Puis au départ, les cycles n'étaient pas juste en ordre chronologique. Il y avait aussi des cycles qui traitaient d'un certain type d'œuvre au niveau du médium ou de la technique. Puis après ça, finalement, ils ont décidé de mettre ça purement en ordre chronologique. Mais après, il y a certaines périodes d'œuvre aussi qui vont représenter certaines techniques ou certains médiums plus ou précisément. Comme tu sais, le cycle 5, par exemple, traite des pochoirs, le cycle 2 des sérigraphies. Puis en même temps de ça, donc, il y a les techniques d'animation qui viennent mettre en lumière la technique de création d'œuvre. Puis après, il y a le côté chronologique de la période où ça a été fait, où là aussi, des fois, on s'inspire de l'époque, comme surtout, mettons, pour les années 60, quand on parle des années 60, Urtubise à New York, c'est sûr que là, on pense à Velvet Underground, mais sans vouloir calquer pour que ça soit un peu premier degré, on a essayé de partir de ça, puis ensuite agrandir ça pour pas être pris avec des genres de... On fait pas de la musique de film sous commande, on fait ce qu'on veut. Tu sais. On a essayé quand même que ça soit pas trop cliché, dans le sens que... Moi j'ai essayé de pas trop y penser quand même, mais de faire en sorte que ça fasse du sens. Ouais, c'est quand même pas un biopic, là. La chronologie n'est pas directe, mais bien sûr, puisque c'est une chronologie quand même, vous évoquez des temps forts, des styles importants, des périodes que vous couvrez cycle par cycle. Ouais. Je pense que j'avais écrit un texte à ce sujet-là, puis tant qu'à moi, ceux qui représentent le plus comme l'époque, il y a comme je disais, le cycle 1, puis le cycle numéro 6, volontairement, avec les œuvres digitales, ça se démarque pour moi quand même des autres. Clairement, c'était voulu. Ouais. Ben, c'est vrai, le cycle 1 et le cycle 6, cycle 6, on s'est lancé, là, on voulait du scratch. Fait que je pense que ça se démarque du reste, clairement. Oui. Et si on parle de l'autonomie de la musique par rapport aux images, il y a des musiques qui sont complètement autonomes, il y a des musiques qui ne sont pas voulues comme étant autonomes. Il y a des musiques dans des concerts, dans des concepts multidisciplinaires, en immersion particulièrement, dans le cas qui nous occupe. Comment peut-on voir l'indépendance totale de la musique ou peut-être qu'on n'a pas à la faire? Ça se peut qu'elle soit complètement liée à l'image et c'est très bien comme ça. Ben, je pense que non seulement c'est
personnellement, je trouve que c'est lié à l'image, mais c'est surtout lié au côté qui est surround, en fait. Nous, on a vraiment travaillé l'œuvre en tapissant des tracks. Au lieu de faire une track de guitare, bon, on l'a quadruplé parfois pour essayer de la spatialiser. Tu sais. Moi, je dirais que c'est au niveau surround aussi, autant qu'à l'image. Par contre, je pense que l'album est intéressant quand même, mais c'est sûr que... Ben, je dirais que pour la création de l'album, vu que nous, on n'avait pas d'image pendant la création, tu sais, on avait seulement des peintures qui ne bougeaient pas. Nous, quand on écoutait ça sans écran, il fallait qu'on trouve pas ça plate, dans le fond, tu sais, en soi. Fait que, à travers la composition, en réécoutant avec des écouteurs sans image, fallait que ça se tienne pour que ça tienne la route, tu sais. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des rythmiques assez binaires autour desquelles on a des éléments harmoniques qui vont bien au-delà du psychédélisme rock. Il y a vraiment du jazz dans les harmonisations, il y a de l'électro, il y a des influences hip-hop, il y a des influences enfin très variées à travers lesquelles vous avez trouvé votre fil conducteur. Ça, je dois avouer que, en tout cas, personnellement, moi et Gab, ça, on s'en est parlé, en fait, qu'on voulait couvrir quand même un éventail de styles pour rendre ça intéressant, finalement. Mais je pense que de là, tantôt, quand je disais qu'on en a fait plus que pas assez, on s'est lancé dans plusieurs styles, mais on voulait quand même qu'il y ait un fil conducteur dans la manière que c'est réalisé et tout. C'est dans le côté sonore. Mais ouais, c'était quand même voulu, ça. Moi, je pense que aussi le côté jazz à travers ça, c'est que, par exemple, juste avec Epiura, ben, ça n'aurait pas marché d'avoir ça tant que ça. Mais là, vu qu'on avait vraiment carte blanche, on a comme, disons, le bagage jazz qui est là pour naturellement vouloir aller là. Fait que c'est comme si il y a des bouts, on s'est juste laissé aller pour faire des choses qu'on voulait entendre parce qu'on pouvait, dans le fond, tu sais, sans que ça soit un clash dans l'œuvre. Puis aussi, vu que c'est instrumental, ça rajoute un degré supérieur d'intérêt parce que en termes de musique instrumentale, le jazz, c'est comme vraiment dans le top. Tu sais, c'est difficile de faire de la musique instrumentale qui reste intéressante. Tu sais, sinon. Ouais. On a aussi, tu sais, je pense que le côté aussi échantillonnage, là, tu sais, on a tout enregistré nous-mêmes, mais on a beaucoup joué avec sur Ableton, justement, à travailler les sons, puis à rendre ça intéressant. Là. Rendre ça weird. Rendre ça weird. Ben, vous voyez, c'est pas si weird que ça, en fait, Non, parce que souvent, les concerts, enfin, les spectacles immersifs sous dôme, enfin, qui sont reliés aux avant-gardes numériques, se concentrent essentiellement dans un corpus électro. Électro, pas trop pop. Bon, en rajoutant ce que tu dis, ce qu'on voulait, en tout cas, ce qu'on voulait pas, en fait, c'est que ça sonne trop dramatique aussi. Que ça sonne comme la musique de film d'horreur, dark. Ce que je trouve moi, c'est ce que je trouve qui devient redondant des fois quand il y a des œuvres instrumentales. On voulait pas de délai genre documentaire, tu sais, des genres de longs délais style documentaire digital, parce qu'on a tout joué, il n'y a pas genre rien qui a été loupé, là. Tout sur l'album a été joué du début à la fin de la tune, comme un album qu'on joue en groupe, dans le fond. Il y a rien. Ouais. Pourquoi ne pas le jouer live? Ben, faudrait appeler le calque ou le... moi, j'aimerais ça. On n'a plus de budget. Ça peut être cool, ouais. Ça serait quand même un défi, là, mais quitte à ce que ça soit adapté, tout s'adapte, là, mais... Ouais, ce serait super parce que vous devez absolument le faire une couple de fois, en tout cas. Ben, ouais, justement, s'il y a la demande, ça serait cool. Ben, ce serait une bonne idée de le faire à l'occasion. Peut-être pas à l'ESCO, là, mais... Non, à la stratosphère avec l'immersion elle-même. Exactement. Puis, parlez-nous de votre rapport avec Normal. Qui sont ces personnes-là avec qui vous avez travaillé? De quelle manière ont-ils travaillé avec vous? Puis de quelle façon la symbiose s'est produite? Il y a deux personnes, en fait, avec qui j'ai été en contact pas mal à travers tout le processus. Il y a Pierre Prieur et Tommy Caron. OK.
Ouais, c'est les deux personnes principales avec qui j'ai été en contact, et Maz aussi. On a eu des meetings avec l'équipe au complet de Normal avant vraiment le début de la composition et tout. Puis éventuellement, on a eu moins de meetings tout en groupe, mais là, ça a été plus avec Tommy et Pierre pour finaliser des timings, où eux aussi avaient des idées des fois sur comment les pièces devaient arrêter ou continuer, ou dans leur direction visuelle. Il y avait des fois des demandes ou des opinions, fait qu'on a été vraiment là, pas mal au téléphone, là, souvent, au sujet des cycles, puis de changer, ou des fois aussi, quand on a commencé à faire l'enregistrement final, c'était un peu différent des démos, ils étaient attachés à des choses qu'ils avaient entendues dans les démos, puis il a fallu retourner en arrière pour voir de quoi ils parlent. OK, c'est ça qu'ils aiment, OK, il faut le remettre. Puis, Toutes sortes d'ajustements, mais en même temps, c'était deux, si je comprends bien, il y avait une démarche parallèle. Ils travaillaient de leur côté, vous travailliez de votre côté, puis à un moment donné, ça s'est fusionné. Je pense que surtout le fait on a fait des bons démos, en fait. On a pris le temps de mixer ça à notre manière, quand même, que ça soit intéressant pour eux. Ça fait toute la différence dans le processus parce que finalement, oui, on a travaillé super fort, mais ça s'est fait rapidement. Là, fait que ça prenait des démos de qualité, même au niveau de l'écoute. Fait qu'on a fait en sorte que tout ça a fonctionné parce que nous, il a fallu qu'on fasse l'album entre-temps, en même temps de travailler un peu ce qui se passait au Dôme. Fait que c'était quand même un défi. Là, mais... Ça a été le plus gros défi, de finir l'album en même temps que de. Parce que c'est pas exactement pareil. L'album et la musique, il y a des différences entre les deux. Fait que ça a été vraiment le plus difficile à naviguer. Faire les deux en même temps. Et comment voyez-vous votre travail instrumental avec Hippie Hourra dans ce contexte-là et votre travail autre de Hippie Hourra, qui sont quand même assez distincts? Ben, le fait que ce soit instrumental, déjà en partant, il n'y a pas de vacances. Oui. Mais je dirais que ça se ressemble, mais comme Gab disait tantôt, on est allé un peu ailleurs dans les styles. On est allé. On ne s'est pas trop posé de questions à ce niveau-là. En fait, oui, comme je disais, on voulait faire une palette de styles et tout, mais on s'est laissé aller. On a fait ça un peu moins pop, je dirais. Oui, c'est pop, mais c'est un mélange de vintage, d'évocation historique et de votre approche quand même néo-psychédélique d'une certaine façon, parce que vous êtes vraiment branché sur ce phénomène-là depuis qu'il a repris du galon, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années au moins maintenant. Ouais, là, on se disait, nous autres, en joke, que Psych is dead, là, mais ça va revenir. Ouais, je pense que ça va revenir bientôt en mode. Je pense c'est l'heure. Parce qu'il y a comme une subculture qui est encore là, mais le pic, ça fait quand même pas. Le pic, c'est vraiment en 2012 là, ou 2010, du renouveau. Puis là, ben. Il reste peut-être Austin puis LA, là, quand tu vas là-bas, les kids écoutent encore ça, mais tu sais, je veux dire, maintenant, c'est tant mieux que ça aille ailleurs aussi, mais on revient tout le temps, ces trucs-là, de toute façon. Oui, mais au-delà du jazz et du rock psychédélique, que voyez-vous dans cette musique-là, de cet album Il y eut un rythme? Ben moi, comme je disais, c'est drôle, en parlant des fois qu'on réfléchit à tout ça, là, mais c'est ça, le fait qu'on ait échantillonné beaucoup, le fait qu'on ait notre studio finalement dans lequel on a investi aussi, ça fait une différence. C'est vraiment un outil de travail. On est bien installé, puis c'est la première fois qu'on fait vraiment un peu tout nous-mêmes, là, puis on a eu de l'aide au niveau du mix par après, mais c'est ça, on a cette confiance-là, le fait de. C'est ça, on a travaillé beaucoup les sonorités aussi, non seulement la composition, l'arrangement. Puis je pense que ça fait une différence. On a une belle console au studio vintage. Je pense que ça aussi, ça fait une différence. Je trouve que ça sonne bien, finalement, l'enregistrement en plus des compos. Là. Enfin, c'est une super perspective pour vous, c'est-à-dire que l'accès au monde de l'audiovisuel est souvent très voulu pour les musiciens. Enfin,
c'est souhaité parce que on fait pas beaucoup d'argent avec la musique seule ces jours-ci. Ça a déjà été mieux. Ça n'a jamais été extraordinaire, mais ça a déjà été pas mal mieux que maintenant. Alors, si vous pouvez investir cette avenue-là, ben, ça va vous garantir des revenus pour créer tous vos projets strictement musicaux. Ce qui serait cool, en fait, c'est qu'on puisse rester, disons, fidèle à ce qu'on aime faire, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de musique à l'image que c'est une personne avec un ordinateur puis juste des soft synths, tu sais. Puis nous, on a réellement fait une musique comme si c'était comme un band, tu sais. Fait que s'il peut encore avoir de la demande pour des trames sonores qui sont réellement faits avec des vrais instruments et des vrais musiciens, plutôt que juste une personne, c'est le genre de projet qui m'intéresse à faire. Moi aussi, ouais. Bien plus que de faire juste comme des demandes un peu commerciales, là, tu sais. Oui, à ce moment-là, comme on l'a expliqué tantôt, c'est beaucoup plus restreint. Même si tu as des prétentions expérimentales, c'est plus restreint parce que souvent, des musiciens en électro, bon, ils connaissent bien les esthétiques, ils sont capables de faire des bons échantillons, ils peuvent aller piger n'importe où, mais en même temps, ce ne sont pas des gens qui comprennent les structures harmoniques, les rythmes, etc. Alors, vous le savez. On essaie, en tout cas. C'est jamais fini, hein, cet apprentissage-là. Non. Il faut mentionner aussi que c'est les œuvres de Jacques Urtubise comme tel. Nous, on y a beaucoup pensé quand même à sa manière de travailler, puis ça a été vraiment inspirant. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire les œuvres comme telles de Jacques. On a quand même fêté, on a eu accès à ses œuvres. On a eu d'enregistrement, en fait, ou d'entrevues. C'est ça. On l'écoutait parler et puis de voir, mettons, lui, son processus, disons que sa volonté de non, comment je dirais, tu sais. Un méchant badass, en tout cas, ce gars-là. Ouais. De non compromis, tu sais, c'est quelqu'un qui travaillait, tu sais, 10-12 heures par jour à faire ce qu'il voulait, tu sais, c'est inspirant. Alors, bonne chance pour la suite des choses. Félicitations pour Saisir le chaos, qui est aussi Il y eut un rythme, donc la partie musicale Il y eut un rythme sous Simon Records, et Urtubise Saisir le chaos, présenté à la Satosphère de la Société des arts technologiques jusqu'au 19 juillet. Merci beaucoup, Gabriel Lambert, maître du Pire Gagnon. Merci, Alain. Salut. Okay, bye. Salut.